Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de l'histoire du livre. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au Moyen-Âge. Je vous remonte à nouveau le livre. L'installation des bibliothèques monastiques les plus anciennes consistait probablement en un certain nombre de niches pratiquées dans les murs, plaquées de bois et munies de crayons et de portes en bois. Plus tard, les livres furent placés dans des armoires fermées, armaria. Quant aux livres utilisés dans l'exercice du culte, missels, livres de prière, etc., qui formaient toujours la partie essentielle des bibliothèques d'église ou de cloître, on les conservait souvent à part, dans la sacristie, avec les vases sacrés et les autres trésors. L'activité des moines dans le domaine du livre. Aucun ordre monastique ne s'intéressa plus passionnément au livre que celui des bénédictins. Saint Benoît fonda lui-même en 528, en Italie, le monastère du Mont Cassin, destiné à une si grande célébrité. Et dans les règles de l'ordre, rédigées par lui, il est donné une importance extraordinaire à la lecture. Les frères devaient consacrer tout leur loisir à la lecture, et quelques-uns des plus anciens devaient prendre garde que les moines observassent strictement à cet égard la règle de l'ordre. Ce n'était guère par intérêt pour la littérature classique en elle-même que les moines se livraient à ce travail. C'était bien plutôt parce que la connaissance de la langue latine était pour eux une nécessité. Pour pouvoir lire la littérature ecclésiastique et pour arriver à une pratique plus aisée de cette langue, ils s'adonnaient à la culture de la littérature ancienne, qui n'était pour eux qu'un moyen d'atteindre à une fin spéciale. C'est ainsi que, grâce à l'activité des moines, se créa une culture littéraire internationale qui, malgré sa forte empreinte religieuse, a maintenu la liaison avec la vie spirituelle de l'Antiquité classique. Si donc cette influence de l'Antiquité classique s'est conservée jusqu'à nos jours, le mérite en revient essentiellement à l'Église catholique. Venons-en maintenant aux manuscrits avant Charlemagne et les progrès de l'écriture. L'écriture continua de progresser au même rythme que la culture scientifique dans les monastères, laquelle se développait en choisissant le latin comme moyen d'expression et la littérature latine comme champ particulier d'étude. On trouve d'abord la cursive latine, qui avait déjà fait son apparition dans les premiers siècles de notre ère, à côté de l'écriture capitale, de l'onciale et de la demi-onciale déjà mentionnées. Cette cursive était l'écriture couramment usitée dans l'ancienne Rome et ne comportait pour ainsi dire que des petites lettres, les minuscules. Contrairement aux trois autres formes d'écriture qui n'admettaient presque exclusivement que les grandes lettres, les majuscules. Plusieurs manuscrits nous sont parvenus de l'école calligraphique la plus ancienne de France, celle du scriptorium de la cathédrale de Lyon. Il remonte à l'époque qui s'étend du 5e au 8e siècle. L'onciale y prédomine. À partir du 6e siècle, on trouve également la semi-onciale et en outre, ça et là, la cursive avec ses minuscules. Quelquefois, 2 ou 3 formes d'écriture se rencontrent concurremment dans le même manuscrit. Peu à peu, la cursive s'était introduite dans les livres et au début du Moyen-Âge, elle emprunta dans les monastères les formes nationales particulières. L'écriture italienne, connue entre autres par un grand nombre de manuscrits de Bobbio et qui prit le nom au XIe et Xe siècle, l'écriture de Bénévent. L'écriture visigothique, qui jusqu'au XIIe siècle était d'un usage général en Espagne, et l'écriture mérovingienne, ainsi que nommée parce qu'elle était employée à l'origine par les Mérovingiens,
dans leurs documents. Elle est surtout connue par les manuscrits de Luxeuil et de Corbie. Un petit mot sur les abréviations. Un usage commun à tous les modes d'écriture est celui des abréviations. Déjà dans l'Antiquité, certains mots et certaines syllabes, souvent répétés, sont mis en abrégé. Dans les manuscrits du Moyen-Âge, d'abord dans les ouvrages sacrés, plus tard aussi dans les ouvrages profanes, les abréviations deviennent plus fréquentes. Mais elles ne sont vraiment d'un usage très répandu qu'entre le XIIe et le XIVe siècle, époque à laquelle elles sont peu à peu érigées en système. L'abréviation fut dans les premiers temps réalisée par contraction du mot en écrivant à la place du mot entier que quelques-unes de ses lettres. Par exemple, DS, qui correspond à Deus, donc Dieu. DNS, qui signifie Dominus, Seigneur. Dans les manuscrits ecclésiastiques, on se servait des abréviations pour faire ressortir certains mots et non pas pour économiser la place, comme ce fut le cas plus tard. Lorsqu'un moine voulait confectionner un manuscrit, il découpait d'abord le parchemin à l'aide d'un couteau et d'une règle. Cette opération s'appelait en latin quadratio. On polissait ou satinait ensuite la surface et on réglait les feuilles après avoir déterminé les interlignes par de petits trous pratiqués sur le bord avec un compas. Le réglage était fait au moyen d'un poinçon ou à l'encre rouge. Plus tard, on employa souvent un crayon. Quand il était enfin prêt à commencer son travail de copie, le scribe, autrement dit le calligraphe, s'asseyait à un pupitre muni de 2 encriers, pour l'encre noire et pour l'encre rouge. Et, armé de sa plume d'oie et de son grattoir, il se mettait à l'œuvre. Quand il avait achevé son manuscrit, il terminait par plusieurs lignes, suscription ou colophon, où était mentionné le titre du livre. Ces lignes commençaient le plus souvent par les mots explicitus est ou simplement explicite, ce qui rappelle encore le temps où le manuscrit avait la forme de rouleau, car ces mots signifient que le manuscrit était roulé. Le titre se trouvait cependant aussi au début du manuscrit, car on commençait le texte par les mots hic incipit, c'est-à-dire ici commence, puis on disait de quel texte il s'agissait. À la fin du manuscrit, le scribe indiquait souvent par surcroît où et quand il avait effectué son travail, à qui il était destiné, etc. De même qu'il pouvait y ajouter son nom pour le faire ainsi passer à la postérité. Quand le scribe avait terminé son travail, c'était le rubricateur qui lui succédait. Il inscrivait en couleur rouge les titres des chapitres, autrement dit les rubriques, et munissait les lettres initiales des phrases d'un trait rouge vertical. Je vais vous lire maintenant l'ornementation des manuscrits. Commençons d'abord par la miniature. Non, pas celle de YouTube, la miniature au Moyen-Âge. On aimait à les tracer comme les rubriques en couleur rouge, composées de minium et de cinabre. Peu à peu, elles progressèrent, s'ornèrent de crochets et finalement devinrent l'objet d'une décoration artistique spéciale. À mesure que l'on s'en développa l'usage, elles devinrent des miniatures. Le mot dérive du nom de minium, qui implique l'idée de la couleur rouge. Outre la couleur rouge, on utilise fréquemment aussi dans la suite une couleur bleu clair, de même que l'on employait pour les manuscrits de luxe des caractères dorés ou argentés. Les artisans qui copiaient des manuscrits en lettres d'or étaient appelés chrysographes.
L'utilisation de l'or est notamment une des caractéristiques de l'art du livre byzantin, qui a d'ailleurs dans son ensemble, avec sa pourpre et ses autres couleurs foncées, un cachet presque oriental. L'enluminure. Les couleurs deviennent plus nombreuses. Au rouge s'ajoute le bleu, le jaune et au XIIe siècle, le vert. De plus, la décoration ne se borne plus aux seules initiales. Non seulement on dessine toute une image à l'intérieur des lettres, mais encore on en vient à encadrer les pages d'ornement ou à représenter des scènes indépendantes de l'écriture, les fameuses enluminures. Enfin, l'on emploie, outre les couleurs, de fines feuilles d'or polies en incrustation. Si le texte, comme c'était fréquemment le cas pour les grands manuscrits, était écrit sur 2 colonnes, les possibilités d'encadrement ornementé n'en étaient que plus grandes. En règle générale, ce n'était pas le même moine qui écrivait le texte et dessinait les initiales et les images. Le scribe laissait libre place nécessaire et inscrivait souvent en marge, en caractères fins, faciles à effacer, des indications au sujet de l'illustration. Après quoi, le miniaturiste ou l'enlumineur se mettait à l'œuvre, armé de sa palette et de ses pinceaux. Il dessinait d'abord à la plume, en traits tout fins, le contour de l'image afin d'y mettre l'or ou les couleurs. On peut dire de presque toutes les enluminures de la première période du Moyen-Âge qu'elles relèvent plus de l'art décoratif que de l'illustration. Les encadrements autour du texte et les corps des initiales s'étalent en entrelacs fantastiques sur les parties vides de la feuille de parchemin et forment souvent avec le texte même des motifs d'un grand effet décoratif. En revanche, les bêtes sauvages et les monstres de l'Apocalypse sont souvent les produits d'une imagination assez fruste. Abordons maintenant l'époque de Charlemagne, et en particulier l'art roman dans le manuscrit. Conformément à ces tendances de centralisation intellectuelle, l'entourage de Charlemagne entreprit de réformer le mode d'écriture. On désirait une unification des formes pour remplacer les particularités des diverses écritures nationales. Peu à peu, on parvint à imposer comme forme standard l'écriture caroline. Écriture minuscule qui était dérivée probablement de l'écriture mérovingienne sous l'influence de l'onciale et de la semi-onciale latine. En un temps relativement court, elle supplante les formes nationales, prend naturellement chez les scribes des divers monastères certains caractères particuliers, mais maintient cependant en général un certain cachet d'unité, aussi longtemps que le style roman domine dans l'art. Il y a en effet une corrélation étroite entre les formes des minuscules carolines et l'essence du style roman, et c'est avec raison que l'on a aussi donné le nom d'écriture romane à l'écriture caroline. Comme dans l'histoire de l'art, on peut aussi, pour l'art du livre, parler d'une période carolingienne. À côté des entrelacs des animaux fantastiques empruntés à l'art décoratif irlandais, ce sont maintenant les motifs tirés du règne végétal, fleurs, bourgeons, feuilles, qui sont traités avec toujours plus de richesse et de perfection plastique. Et on y ajoute souvent des grecs et des acanthes. La vie des bibliothèques monastiques. Dans la salle tranquille des copistes, le scriptorium, où des bruits du monde ne pénétraient point, et où la vie était enchaînée par la sévère discipline des règles de l'ordre, moines ou nonnes étaient assis et employaient leur activité pour la plus grande gloire de Dieu. Beaucoup de vieux manuscrits représentent un travail de plusieurs années.
Habituellement, c'étaient les jeunes moines et novices qui peuplaient les salles de copistes. Mais on connaît aussi toute une série d'abbés et d'ecclésiastiques qui furent de zèles copistes. Souvent, plusieurs frères travaillaient au même codex, dont ils se partageaient les chapitres. Les bibliothèques monastiques s'enrichissaient d'abord par le travail des moines eux-mêmes, mais elles recevaient aussi beaucoup de dons de la part de nobles seigneurs, empereurs, rois, évêques, chanoines qui méritaient ainsi d'être inscrits au registre des dons du monastère et de ne pas être oubliés dans les prières des frères. Un des frères, le scripturarius, avait la surveillance de la salle des copistes et exerçait en même temps les fonctions de bibliothécaire, armarius ou librarius. À moins que cette charge, qui était considérée comme très importante, ne fût confiée à un autre moine. Le bibliothécaire était en même temps souvent chantre, sacristain et servant, et il était chargé non seulement de la conservation des livres, mais aussi des autres trésors du monastère. En outre, il tenait le registre mortuaire, Necrologium, du monastère, où il dressait la liste des essais qui se produisaient au monastère même et dans le voisinage. Son office de bibliothécaire lui imposait le devoir de surveiller la mise en ordre et le nettoyage des livres et d'établir des catalogues. On a conservé un grand nombre de ces catalogues, dont les uns sont élaborés avec soin, les autres avec négligence, quelques-uns ordonnés par groupes méthodiques, d'autres établis sans aucune méthode ou simplement d'après l'ordre des entrées. La plupart n'étaient que des états destinés à servir de contrôle lors de l'inventaire des bibliothèques. Chaque livre portait une marque de propriété et on y ajoutait souvent une formule de malédiction à l'adresse du voleur éventuel. Le bibliothécaire présidait aussi auprès des livres. À des dates fixes, les frères se réunissaient, rendaient les livres et en recevaient d'autres à la place. On prêtait également les livres en dehors du monastère. D'ordinaire, les prêts étaient consentis en faveur d'autres monastères, mais il arrivait aussi que des laïcs puissent en profiter. Pour chaque livre prêté, il fallait fournir un gage qui consistait généralement en un autre ouvrage. L'art de la reliure au Moyen Âge. Un des moines s'occupait de la reliure des livres. La plus ancienne forme de reliure diffère d'ailleurs beaucoup de ce que nous entendons aujourd'hui par ce mot. Elle est plutôt du domaine de l'orfèvrerie et de la sculpture sur ivoire. Cette reliure d'orfèvrerie consistait en haies de bois qui étaient ornées de plaques d'ivoire sculptées, d'argent ou d'or repoussé et incrustées en même temps de pierres précieuses, de perles et d'émail peint. On exécutait ces reliures surtout sur les livres liturgiques qui étaient utilisés au moment du culte et qui étaient placés sur un pupitre d'autel. Pour cette raison, ces reliures s'appellent aussi reliures d'autel. Et souvent, le plat supérieur, plus en vue, était plus richement orné que le plat inférieur. Les motifs des reliefs étaient le plus souvent empruntés aux images que renfermait le manuscrit lui-même, et reproduisaient par conséquent surtout des épisodes des récits bibliques. Par exemple, un Christ en croix comme figure centrale avec un encadrement de fleurs et de feuilles stylisées. Pour les écrits monastiques ordinaires, on employait, à moins que l'on se contentât d'une simple couverture de parchemin, la reliure en cuir. Au cours du XIVe siècle, les précieuses reliures d'orfèvrerie se firent ainsi de plus en plus rares. Un grand nombre de reliures liturgiques sont exécutées plus simplement en velours ou en cuir, n'utilisant le métal que pour les garnitures cloutées des angles, et ce, sous la forme de bossettes qui firent leur apparition pendant la dernière période du style gothique. Elles sont destinées à éviter au livre posé à plat de s'érafler, en empêchant le contact de sa couverture avec les cordures, telles que les pupitres, etc.
On connaissait la reliure de cuir, comme nous l'avons déjà dit, dès l'Antiquité, mais ce n'est qu'au Moyen Âge qu'elle atteignit son apogée en Europe. La couverture était le plus souvent formée d'ais en bois de hêtre ou d'érables recouverts de cuir de veau ou de vache, généralement d'un brun foncé, que l'on décorait de diverses manières. On utilisait ainsi à cet effet des peaux de cerf et d'autres animaux sauvages. Dans une période plus ancienne du Moyen Âge, on connaît quelques reliures dont la décoration consiste en gravure sur cuir, c'est-à-dire que sur le cuir préalablement humecté, on avait dessiné un modèle qui était ensuite gravé au couteau dans le cuir, puis élargi ou ciselé avec un instrument émoussé. On évidait le fond tout autour de manière à faire apparaître le décor en relief. Cependant, bien plus répandues sont les reliures estampées à froid, qui n'exigeaient pas autant d'habileté que la gravure sur cuir. Les fers sur lesquels on avait gravé le modèle étaient appliqués à chaud sur le cuir de manière à faire ressortir le décor en relief. Ce procédé, ne comportant pas de dorure, est dit estampage à froid. C'est probablement en Angleterre qu'il a été inventé. La décoration comprend une série d'encadrements entrelacés et composés de petites figures quadrangulaires, triangulaires, rondes ou en forme de cœur. En général, les cadres de l'extérieur se différencient de ceux du centre. Au milieu, les fers sont soit disposés en petits losanges formés par des lignes se croisant en diagonale, soit accumulés çà et là, librement. Les angles étaient garnis, comme nous l'avons vu plus haut, de pocettes cloutées de laiton et le livre était maintenu solidement par des fermoirs métalliques. Comme nous l'avons dit plus haut, les livres des bibliothèques monastiques étaient, jusque vers le XIIIe siècle, déposés le plus souvent sur les rayons d'une armoire fermée de portes, l'armarium. Au XIVe siècle apparaît un nouveau meuble de bibliothèque, le lectrium ou pulpitum, pupitre à couvercle incliné sur lequel on pose les livres. Dans les bibliothèques les plus riches, les livres étaient rangés dans une salle spéciale où se trouvaient disposés, près des fenêtres et perpendiculairement au mur de façade, un certain nombre de pupitres de ce genre, généralement munis d'un banc pour permettre la lecture sur place. Dans certaines bibliothèques, les livres étaient fixés à demeure sur le pupitre et retenus par des chaînes de fer assez solides et d'une longueur suffisante pour permettre un maniement commode du livre. La chaîne était fixée d'une part au bord supérieur ou inférieur du plat de la reliure, d'autre part à un barreau placé en haut du pupitre. Ainsi enchaînés, ces livres pouvaient d'ailleurs être détachés à l'aide d'une clé. Il y avait en outre ordinairement dans la bibliothèque une partie libre où les volumes étaient disposés dans des armoires et pouvaient être prêtés aux moines pour lire dans leurs cellules. La coutume de placer les livres sur des pupitres s'est maintenue en maints endroits jusqu'au XVIe et au XVIIe siècle. Mais on a souvent employé aussi des pupitres surmontés de rayons, permettant de ranger un plus grand nombre de livres. Sur les rayons, les livres étaient placés le dos au mur, aussi n'attachait-on pas d'importance à l'ornementation du dos. L'usage de notre temps, qui veut que les livres soient placés le dos en dehors, ne date que du XVIIe siècle. On inscrivait le titre à l'encre sur un petit morceau de parchemin qu'on fixait au recto du plat. Ou bien on inscrivait le titre sur la tranche antérieure pour qu'il fût visible, le livre étant debout sur un rayon. Ou encore, on l'inscrivait sur la tranche inférieure pour qu'on pût le lire, le livre étant à plat sur le pupitre. Il y avait aussi des pupitres servant uniquement à la lecture. De bonne heure, ces pupitres de lecture se présentèrent sous des formes différentes. Certains, par exemple, étaient des pupitres tournants et permettaient de garder ouverts plusieurs livres à la fois et de les consulter l'un après l'autre en faisant tourner le pupitre, à peu près à la manière des modernes bibliothèques tournantes américaines.
Le style gothique dans l'art du livre. Lorsque le style gothique fit son apparition en France vers le milieu du XIIe siècle et se répandit ensuite dans les autres pays, et notamment en Allemagne, son influence se fit également sentir sur l'art du livre. Comme nous l'avons déjà dit, la minuscule Caroline avait alors déjà perdu, jusqu'à un certain point, ses formes arrondies et s'était transformée en une écriture à caractère plus effilé, plus serré et plus anguleux, l'écriture gothique. Des arcs en plein cintre du style roman ont été passés aux ogives gothiques. On serrait les caractères à tel point que si des lettres à courbes se trouvaient placées l'une à côté de l'autre, les deux courbes se confondaient en un seul trait. Dans les grands manuscrits liturgiques, l'écriture gothique prend souvent des proportions considérables, avec des traits fermes d'un grand effet décoratif. C'est l'écriture de Missel. Le nouveau style se manifeste aussi dans l'art de la miniature. Les initiales, qui autrefois avaient souvent été transformées en simples ornements et avaient ainsi perdu presque tout rapport avec la forme primitive des lettres, reprennent cette forme en même temps que le corps vertical de la lettre se prolonge par des filets fins et en spirale, ou par des vrilles ou des rameaux dentelés qui, recouvrant toute la bordure, sont garnis d'ajoncs d'or, motif dit à feuilles d'ajonc. Le style gothique se manifeste dans les miniatures mêmes, non seulement par les encadrements de vrilles qui reproduisent fréquemment les ornements de l'architecture gothique, mais aussi par la sveltesse des personnages aux épaules étroites et aux pieds aux mains allongés. Les fonds couverts d'or ou de quadrillage ne laissent encore place pour aucune perspective. C'est une caractéristique qui permet de dater une miniature que l'introduction du paysage à l'arrière-plan des scènes représentées. Et ce grand événement dans l'histoire de la peinture, les manuscrits, ne se produira qu'au siècle suivant. Dans les miniatures, le manteau des anciens avait déjà fait place depuis longtemps aux costumes de l'époque. Dès le milieu du XVe siècle, c'est un fait général que l'ornementation de la bordure ne part plus des initiales, mais devient indépendante et prend la forme de feuilles et de fleurs dessinées strictement d'après nature, et parmi lesquelles voltigent les oiseaux et les insectes sur un fond d'or mat qui a remplacé partiellement l'or brillant qui était uniquement en faveur autrefois dans la décoration des manuscrits. La diffusion du papier et l'extension du livre au XVe siècle. Ce qui contribua encore à augmenter la diffusion des livres dans la classe bourgeoise, ce fut l'utilisation du papier qui peu à peu remplaça le parchemin. La fabrication du papier. Les moulins étaient actionnés par la force hydraulique. La roue mettait en mouvement quelques lourds pilons qui, sous l'action continue de l'eau, divisaient les matières premières, linge, chiffon de coton, cordage, etc. et les réduisaient en bouillie claire, la pâte à papier, qui était ensuite versée dans une cuve. On plongeait dans cette dernière une forme, cadre de bois tendu de fil de laiton, et l'on recueillait une certaine quantité de pâte, laquelle, séchée, donnait une feuille de papier. À l'aide de feutres, on étanchait l'eau des diverses feuilles que l'on comprimait, séchait et encollait ensuite afin que le papier fût assez ferme pour pouvoir recevoir l'écriture. Les fils de laiton de la forme laissée sur le papier des raies que l'on pouvait voir distinctement en tenant la feuille contre la lumière. Et bientôt, on eut l'idée de recourber quelques-uns des fils de manière à former une figure, le filigrane, qui contenait aussi parfois les initiales ou le nom du fabricant. Comme motif, on utilisait les fleurs ou les animaux, par exemple des poissons ou des oiseaux. On rencontre souvent une tête de bœuf qui était l'emblème de la corporation des papetiers. Le manuscrit sur papier. Au cours du XIVe siècle, les manuscrits sur papier commencent à être appréciés
et au XVe siècle, l'usage s'en généralise de plus en plus. Le papier était beaucoup moins coûteux que le parchemin et le papier fait main, papier de cuve comme on l'appelait en raison de son mode de fabrication, était d'excellente qualité, encore qu'il ne pût pas être tout à fait blanc et que la surface en fût un peu rude. Et s'il s'est parfaitement bien conservé dans les vieux livres, pour autant du moins que les vers ne les ont pas attaqués. La vulgarisation du manuscrit. Comme nous l'avons vu plus haut, le Moyen-Âge, dans la masse de la littérature religieuse, accordait la préférence aux petits livres d'heures. Ils étaient exécutés en grand nombre dans les Pays-Bas. Il y avait là de véritables fabriques de bréviaires. Ils se présentent souvent, au point de vue artistique, sous une forme assez médiocre. Mais on y trouve aussi de véritables petits chefs-d'œuvre. Il va de soi que la valeur de ces petits ouvrages variait selon le public auquel il était destiné. Les livres d'une exécution médiocre étaient ceux que vendaient le peuple, les frères conventuels appelés frères de la plume. Les livres de prière étaient souvent, en Allemagne surtout, recouverts de relures ainsi faites que le cuir dépassait de beaucoup le bord inférieur, de manière à former un nœud permettant de porter le livre suspendu à la ceinture. Ces sortes d'étuis à livres ont certainement été d'un usage très courant, mais comme la plupart des objets de ce genre, très peu ont été conservés. Venons-en maintenant à la décadence de la culture monastique. On pourrait expliquer l'apparition des étuis à livres par la tendance des moines à se rendre la vie aussi facile que possible. Comme les petites consoles qui étaient placées à la partie inférieure des salles de chœur pour que l'on pût avoir un appui quand les sièges étaient relevés, on pourrait considérer ces reliures comme le résultat de la paresse grandissante des moines, toujours plus soucieux de leurs aises. Ce mouvement de décadence se fit sentir aussi dans l'activité des monastères dans le domaine du livre et dans les études des religieux. En maints autres endroits, on a la preuve de l'état déplorable de leurs connaissances, de la grande négligence qu'ils apportaient à leurs études et du peu de souci qu'ils prenaient des collections de livres du monastère, qui restaient couverts de poussière ou étaient jetés dédaigneusement dans un coin. Ici s'achève cette lecture. Je vous dis à bientôt.